TVA 517, voulez-vous faire un rapport sur un ovni? À vous. Talk to the hand. Les amis les humains, comment allez-vous? Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique. Bienvenue sur Il était une fois, merci à vous d'être fidèles à la chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter, partager comme d'habitude les amis. Donc aujourd'hui, on enchaîne avec ce fameux film des années 70 dont je vous parle depuis un petit moment. Donc bon, je vous avoue que j'ai triché un petit peu puisque bon, c'est vraiment la fin des années 70. Mais bon, c'est quand même les années 70. Donc sans plus attendre les amis, Il était une fois, rencontre du troisième type. C'est parti. Alors le film commence dans le désert de Sonora en mode Paris-Dakar. Là c'est le bordel, t'as des carcasses de voitures partout, une Jeep qui débarque. Là les gars veulent communiquer mais t'en as pas un qui parle mexicain. T'as une autre voiture qui arrive, mais aussi il parle pas mexicain. Comprenez l'espagnol? Là t'as un gars qui sort, c'est un français, c'est le professeur Lacombe. Il cherche Monsieur Loglin. Êtes-vous Monsieur Loglin? D'un coup on les appelle, ils se mettent à courir. Là on voit rien, putain de désert. Ils découvrent des avions, c'est l'escadrille 19. Il y a des avions qui avaient disparu en 1945. Et ils sont flambant neufs. Là ils pètent un câble, c'est quoi cette connerie? Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Ils vont voir un vieux daron, il était posé devant un hanout. Le vieux il a la gueule brûlée, il dit que le soleil s'est levé en pleine nuit, et le soleil il a chanté, je sais pas quoi, il a dû boire la tequila le papy là. On va au centre de contrôle aérien d'Indianapolis. Le mec qui gère le radar, il détecte un ovni. Erist, vous pouvez nous dire quel appareil? Là il pète un câble, il déclenche l'alerte rouge. Continuez votre descente à volonté, à vous. Puis on retrouve le petit Barry dans sa chambre. Il est en train de dormir, mais dans sa chambre, t'as ses jouets qui commencent à s'allumer tout seul en mode Small Soldier. Et là, le petit Barry, il flippe pas, il descend normal, il va s'embrouiller et tout. Là, chez lui, tout est retourné. Ensuite, on arrive chez François Lambrouille. Alors, en fait, il s'appelle Roy. Il joue au train électrique, au calme. Ses gosses, ils veulent regarder les 10 commandements avec Charlton Heston. Et il dure 4 heures le film, wesh, la daronne, elle leur a dit non. Là, Roy reçoit un coup de fil. C'est John. Il y a une coupure de courant et Roy, il travaille à la centrale de Gilmore, t'as vu? Alors, il doit aller au taf. Là, Roy est en route, il cherche son chemin. Ah, il n'y a pas de GPS avant. D'un coup, la voiture s'éteint. Il y a un gros flash, tout se met à bouger. Roy il est choqué et d'un coup tout s'arrête. Sa voiture redémarre, tout, il kiffe. Pendant ce temps-là, le petit Barry s'est sauvé dans les bois, sa mère elle part à sa recherche et tout, et il déboule en plein milieu de la route. Roy il s'était mis à suivre les lumières qu'il avait vues là, il a failli écraser le petit Barry. Heureusement la daronne elle est vive, t'as vu, elle l'a rattrapé en 2 secondes. Et sur le bord de la route, il y a des gens, ils sont posés en mode Tour de France. Là t'as 3 vaisseaux qui commencent à passer au-dessus d'eux et une petite boule rouge qui les suit. C'est des rouges, wow. Les vaisseaux ils passent la frontière d'État de l'Ohio au calme, ils en ont rien à foutre. Calme! Au secours! Tout le monde les suit mais les vaisseaux disparaissent. Roy rentre chez lui, il va tout dire à sa femme, il est comme un ouf. Il réveille tout le monde et tout. Allez, Toby, Brad, debout tous les deux, venez, c'est mieux que le train fantôme. Sa femme s'aperçoit qu'il a la gueule brûlée. Ouais, comme le daron mexicain dans le hanout là au début là. Là il emmène sa famille où ils ont vu le vaisseau. Mais bon, y a plus rien quoi, ils sont venus pour rien. Le lendemain, Roy est en train de se raser. Il commence à taper des faces cheloues, il bloque sur la mousse à raser et tout. Après, il commence à parler d'ovnis à ses gosses. Sa femme elle est pas d'accord. Mais non, il n'existe pas. Ouais, elle est un peu conne sa femme. Là, elle reçoit un coup de fil. Roy a été viré de son taf, mais il en a rien à foutre. Le soir même, il retourne là où il avait vu les ovnis avec un appareil photo cette fois. Il retrouve la mère de Barry et le ciel a la gueule brûlée. Les gens ils commencent à s'enflammer. Ils ont ramené des tables, de la gazouze et tout en mode pique-nique. On n'attend pas Patrick? Le petit Barry il est en mode sculpture. Roy et la daronne ils bloquent dessus aussi et tout. Je la vois partout, cette forme. Là les ovnis arrivent, ils passent au-dessus d'eux et tout, et t'as des hélicoptères de l'armée qui les suivent. Là ils disent à tout le monde de rentrer chez eux et tout. On retrouve l'équipe du professeur Lacombe. Ils sont en Inde et donc t'as des Indiens et ils sont en train de chanter et on sait pas pourquoi et on sait pas comment, mais c'est assez bizarre pour qu'ils préviennent les Américains. Lacombe, il veut savoir où ils ont entendu cette chanson. Là, Lacombe, il va cogiter. On le retrouve à une conférence au State et tout. Il a fait un rapprochement avec le langage des signes. Et maintenant, tous les sons ensemble.
s'il vous plaît. Puis au radiotélescope secteur 14, on reçoit cette même musique. Et là, t'as Loglin qui a une théorie. Elle dit ouais, c'est un lieu GPS et tout, ça doit indiquer un endroit. Et là, effectivement, bah ça indique un endroit dans le désert, dans le Wyoming. Le petit Barry aussi joue la même musique avec son xylophone. Sa mère, elle a dessiné une montagne. On sait pas pourquoi, mais ils sont tous obsédés par cette forme depuis l'apparition là. D'un coup, Barry voit des nuages chelous dans le ciel. T'as un vaisseau qui sort, des lumières bizarres, des éclairs. La mère de Barry, elle est en panique. Elle ferme toutes les portes. T'as un truc qui va rentrer dans la maison. Elle entend du bruit dans la cheminée. Là, la daronne, elle capte que les aliens, ils veulent rentrer dans la cheminée en mode Père Noël. Monsieur le Père Noël, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. La daronne de Barry, elle arrive à fermer la trappe de la cheminée. Les aliens, ils ont le mort. Ils passent en mode poltergeist. Les appareils se détraquent. Elle se fait attaquer par un aspirateur. Barry arrive à sortir dehors et se fait enlever par un vaisseau alien. La daronne, elle est comme une ouf. Pendant ce temps, le gouvernement donne une conférence de presse. Ils sont en mode désinformation. Un produit japonais. Il a été lancé dans le ciel par un de mes enfants. Et pour rien arranger, t'as un type qui commence à parler d'Yeti et tout. J'ai vu l'abominable homme des neiges. Bah ouais, c'est cuit maintenant. Même Roy dans sa tête, il se dit putain, ferme ta gueule le vieux. Là, t'as l'équipe de Bruce Willis qui arrive en mode Armageddon. Il me rappelle quelqu'un que j'ai bien connu. Il monte dans un car, ça sent la mission secrète. Roy rentre chez lui, sa femme a préparé à manger, mais lui il est pas bien. Il déprime devant sa purée et tout, il recommence à faire des sculptures. Là, sa famille, elle commence à le prendre pour un ouf. Il va dans son bureau, il va continuer à faire des sculptures et tout, mais il commence à en avoir marre. Il va parler aux oiseaux et tout. Mais qu'est-ce que c'est? Le lendemain, Roy, il jette l'éponge. Il jette tout à la poubelle, et d'un coup, ça lui reprend. Il a une révélation. Voilà les amis, je vous laisse découvrir la suite du film. Dépêchez-vous parce que le film a plus de 40 ans quand même. Hein. Donc si vous n'avez pas vu le film, hein, il dure un peu plus de 2 heures. Hein. Là je vous ai fait un résumé en 5 minutes. Hein. Je vous ai rien dit, il y a encore pas mal de choses à voir. Donc Roy va se mettre en mode jardinier. Et là il va s'afficher dans le quartier. Et puis bah, sa femme va le quitter, t'as vu? Et n'hésitez pas à regarder ce film pour savoir si le petit Barry retrouvera sa mère et pour en prendre plein les yeux avec ce superbe vaisseau alien. Ouais, Spielberg avait fait fort à l'époque. Donc c'est un super film de science-fiction réalisé par Steven Spielberg en 1977. Spielberg ne voulait pas appeler ce film une science-fiction mais une science-spéculation car il croit dur comme fer que des ovnis ont visité notre Terre. Alors je sais pas s'il est nécessaire de vous rappeler la filmographie de Spielberg, hein, mais bon. Donc le scénario est de Paul Schrader, c'est le scénariste de Raging Bull de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Enfin le scénario initial est de Paul Schrader, hein, puisque Spielberg a tellement changé le scénario que Paul Schrader appelait le film La chose de Spielberg. En fait Schrader voulait raconter l'histoire du point de vue d'un militaire alors que Spielberg voulait la raconter d'un point de vue de Monsieur Tout le Monde. Donc ils se sont pris la tête et Schrader refusa d'apparaître dans le générique. Donc il est pas crédité mais une bonne partie est de Schrader. Le titre devait être Watch the Sky, regarde le ciel, mais ils décideront de l'appeler Rencontre du troisième type. Ça reste encore un peu lourd, c'est vrai, mais elle est pas mal. Bah, c'était un terme tout nouveau à l'époque, hein, puisqu'il a été inventé en 1972 par Allen Hynek, un astrophysicien. D'ailleurs, il fait un caméo à la fin du film, c'est lui là. Donc il a énormément participé au film en apportant ses connaissances. Hein. Dans le film, on passe en fait par toutes les classifications de 1 à 5. Enfin, les 2 dernières n'existaient pas, puisque à l'époque seulement 3 rencontres étaient répertoriées. Sinon, le film se serait appelé Rencontre du 5e type. Hein. Donc aujourd'hui, il existe 7 types de rencontres. La musique est de John Williams. Ouais, le mec, il a eu 5 fois l'Oscar de la meilleure musique. John Williams, The Job. Mais aussi 4 Golden Globes. John Williams for Schindler's List. 7 BAFTA Awards, 21 prix Grammy, avec 52 nominations aux Oscars. John Williams. Ouais, John Williams, il a refait ton enfance, puisqu'on lui doit la musique des Dents de la Mer, Star Wars, Superman, E.T., Les Aventures de l'Arche perdue, Maman j'ai raté l'avion, et beaucoup d'autres. Les aliens ont été créés par Carlo Rambaldi. C'est celui qui a créé E.T. D'ailleurs, on a une petite ressemblance entre les aliens de Rencontre du 3e type et de E.T. C'est aussi lui qui a créé King Kong de 1976 et Alien de 1979. Donc une partie de l'action a lieu sur le site de la montagne Devil Tower, dans le Wyoming. D'ailleurs, depuis sa sortie, le film est diffusé tous les soirs dans le camp situé au pied de la montagne du diable. Ce qui fait de Rencontre du 3e type le film le plus diffusé de toute l'histoire.
C'est vrai. Mais ils ont également construit un immense plateau de tournage de 27 mètres de hauteur, 137 de long et 76 de large. C'est jusqu'aujourd'hui le plus grand plateau de cinéma jamais construit. Tu sais, Mortis, s'ils veulent écouler leur merde, ils ont intérêt à faire un minimum dans le spectaculaire. Pourtant, avec un maigre budget de moins de 20 millions de dollars, pour le même budget, on a eu Star Wars l'Empire contre-attaque, par exemple. À l'époque, c'était pas mal. En comparaison, Les Dents de la Mer ont coûté 9 millions de dollars. Et justement, Spielberg avait commencé à travailler sur Rencontre du troisième type bien avant Les Dents de la Mer. Mais vu que le film coûtait 2 fois plus cher à produire, il préféra se concentrer sur Les Dents de la Mer. Est-ce que votre plan est bien en place? Et c'était bien joué puisque suite au succès de ce dernier, il n'eut pas de problème pour trouver des financements pour Rencontre du troisième type. Enfin, pas trop de problème, c'est vite dit, car le film n'a failli jamais voir le jour. En effet, Spielberg avait annoncé que le film ne coûterait que 2 millions de dollars, alors qu'il savait très bien que le film coûterait beaucoup plus. Mais la Columbia était en difficulté financière et n'aurait jamais accepté. D'ailleurs, la Columbia, au bord de la faillite, imposera à Spielberg de sortir son film avant Noël, sinon les studios mettraient la clé sous la porte. Spielberg accepte à contre-cœur de bâcler la fin du film pour le sortir en novembre 77. Ils peuvent remercier le jeune Steve, puisque si vous voulez savoir, le film a rapporté 304 millions de dollars, les amis. La boule bleue, attention. Donc Steven Spielberg, fort de son succès, ira voir la Columbia et leur demande des fonds pour pouvoir terminer Rencontre du troisième type comme il aurait voulu le faire la première fois. La Columbia accepte de fournir 1,5 million de dollars à la condition que Spielberg tourne des scènes montres en l'intérieur du vaisseau. Encore une fois, Spielberg accepte à contre-cœur et 3 ans plus tard sortira la version spéciale de Rencontre du troisième type. Après avoir sorti plusieurs ovnis dans le monde du cinéma, c'est le cas de le dire, Spielberg ressent comme une sensation d'inachevé. Il veut refaire son film comme il l'entend et décide de sortir une autre version avec un montage qui lui convient. En 1998, soit 17 ans plus tard, il venait tout simplement de sortir le premier director's cut de l'histoire du cinéma. J'ai jamais vu un truc pareil. Donc voilà, pour ma part, pour respecter l'œuvre de Spielberg, je vais dire que je préfère la director's cut, mais il n'y a pas trop de différence entre la première version et la director's cut en fait. Si vous voulez voir l'intérieur du vaisseau, etc., regardez l'édition spéciale, mais sinon la director's cut est pas mal. Moi, c'est ma préférée. Donc dans le film, nous retrouvons Richard Dreyfuss dans le rôle de Roy. On l'a vu dans American Graffiti, Stand By Me, Always et surtout dans Les Dents de la Mer. C'est d'ailleurs sur le tournage des Dents de la Mer que Richard Dreyfuss entend parler de Rencontre du troisième type. Et le gars veut en être, mais Spielberg avait pas trop chaud, les producteurs non plus, le mec demandait 500 000 dollars. On ira leur proposer le rôle à Al Pacino, mais il n'est pas intéressé. On se tourne alors vers Jack Nicholson, mais monsieur estimait qu'il y avait trop d'effets spéciaux dans le film, ce qui aurait noyé son talent. Je suis le premier artiste assassin au monde en parfait état de marche. On demande alors à Gene Hackman. Le pauvre, son mariage battait de l'aile et il ne pouvait pas s'absenter 16 semaines de Los Angeles, donc il a dû refuser. Donc ça devient compliqué cette affaire. On va voir Steve McQueen. Le mec dit qu'il est incapable de pleurer à l'écran. Et enfin, James Caan demandait 1 million de dollars, le double de Charles Dreyfus. Donc vous imaginez bien qu'ils ont été revoir Dreyfus, puisque c'est lui qui joue dans le film de toute façon. Donc, Mais je te file un cheeseburger, man. Le professeur Claude Lacombe est joué par le célèbre réalisateur français François Truffaut. C'est d'ailleurs le seul film dans lequel il apparaît dont il n'était pas le réalisateur. C'est Spielberg qui admirait le travail de Truffaut, qui demanda lui-même à ce qu'il joue le professeur Lacombe. Et il avouera plus tard qu'il voulait l'impressionner avec l'immense studio qu'il venait de faire construire. François Truffaut, alors on va aller doucement parce que il faudrait une vidéo entière pour parler de Truffaut. Mais ça, ce serait un peu long à vous expliquer. Il a commencé dans les années 50 et a lancé la carrière de pas mal d'acteurs comme Claude Jade, Catherine Deneuve, Nathalie Baye et même notre très chère Dorothée dans L'amour en fuite. Les thèmes de François Truffaut sont l'enfance et les femmes, enfin les jambes des femmes. Le gars, c'est un fétichiste. Il a réalisé La Nuit américaine ou Le Dernier métro, entre autres. Dans Rencontre du troisième type, il incarne parfaitement son rôle. Petite déception avec la version française, mais il pouvait pas faire autrement, puisque le professeur Lacombe parle français dans la version originale. Parlez-vous français? Et David Loughlin. Oh, Loughlin, pardon. Il est censé être son traducteur. Je vous ai cru obligé, allez-vous de venir ici? Mais comme dans la version française, il n'y a rien à traduire, ils l'ont fait répéter à quelques mots près ce que dit Lacombe. Vous n'avez pas le droit d'expulser ces citoyens arbitrairement. Ce n'est pas à nous de les expulser maintenant. C'est un abus d'autorité. Vous entendez? Et ça fait moins sérieux, quoi, on dirait Dupont et Dupont, mais bon, ils n'avaient pas le choix. C'est bilingué, dans un oui. Au cas où François Truffaut aurait refusé, Spielberg avait demandé à Lino Ventura de jouer le rôle de Lacombe. Vous imaginez Lino Ventura dans Rencontre du troisième type? Non, pas du tout. Écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc le traducteur David Loughlin est joué par Bob Balaban. Ouais, je sais, il a pris un petit coup de vieux. On l'a vu entre autres dans Le Prince de New York ou Harry dans tous ses états de Woody Allen. Au début du film, quand Lacombe rencontre son traducteur David Loughlin, celui-ci lui dit « En fait, je vous ai aperçu à la conférence de Montsoreau. » Cette réplique fait référence à une série de témoignages d'apparitions d'ovnis
à Montsoreau dans le Maine-et-Loire en 1966. Cette affaire a été relayée dans le monde entier, si bien que Spielberg s'en a inspiré. La femme de Roy est jouée par Terry Garr. C'était Sandy Lester dans Toasty. On l'a vu dans Dumb and Dumber et dans la saison 3 des Contes de la Crypte. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des vidéos sur les Contes de la Crypte, les amis. On parlera de cet épisode bientôt, donc allez jeter un œil si ça vous intéresse. Julianne, la mère du petit Barry, est jouée par Melinda Dillon. Elle a joué dans Fist avec Stallone et c'était Mrs. Rogers dans Captain America. Celui de 1990, les humains. Pour jouer le petit Barry, on a pris Cary Guffey. Il était beau gosse, il jouait super bien. D'ailleurs, Spielberg l'appelait Cary One Shot. Parce qu'il bouclait les prises en une fois, le petit. Pourtant, il jouera dans 2-3 films sans intérêt, je trouve ça dommage. Et aujourd'hui, il ressemble à ça. Dans le film, on a un fermier, il est joué par Robert Blossom. Mais si, on le voit à plusieurs reprises dans le film, là, c'est lui qui parle de Yeti à un moment. J'ai vu l'abominable homme des neiges, moi. C'était Marley dans Maman j'ai raté l'avion. Mais si, Marley, vous voyez qui c'est. Nous avons Lance Henriksen, c'est Robert, un agent de la CIA. Robert? Yes. J'en ai parlé sur ma chaîne, les amis, dans ma vidéo sur Absalom 2022, donc allez jeter un œil, je vous mets le lien juste au-dessus. Dans la première version du film, Roy parle à un militaire interprété par Carl Weathers. C'est Apollo Creed. Tu te mets en garde, allez, hop, allez. Donc entre autres, le film a remporté 2 Oscars et 3 Saturn Awards. Voilà les humains, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce film? Allez, un petit dernier pour la route, de toute façon, ça peut plus vous faire de mal, là. En 2007, le film a été sélectionné par le National Prevention Board pour figurer au National Film Registry, pour y être conservé comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement important. Si vous voulez voir la maquette du vaisseau mère utilisée dans le film, elle est exposée au National Air and Space Museum à Washington. À la base, le vaisseau devait être un simple plat à tarte sans lumière. Spielberg n'avait pas travaillé le vaisseau plus que ça, il voulait simplement que quand le vaisseau arrive, les gens soient plongés dans l'ombre et puis c'est tout. Aziz, lumière. Puis lors du tournage de la scène en Inde, il a pris la photo d'une raffinerie qui l'intéressait. Un jour, il s'est mis à penser à la vallée de San Fernando en Californie, on sait pas pourquoi, et puis il a eu une idée de génie, puisque si vous regardez bien, le vaisseau est un mix entre les deux images, quoi. Donc quand le vaisseau mère apparaît à la fin, on peut apercevoir R2-D2 accroché à la coque du vaisseau. À la fin, à un moment, le vaisseau joue la musique des Dents de la Mer. Les extraterrestres à la fin sont en fait joués par une 50aine de petites filles âgées de 6 ans. Un flipper est sorti sur le thème du film, c'était la première fois que la Columbia octroyait une licence pour un flipper. Le passage où Roy bloque sur sa purée était parodié dans l'épisode 15 de la saison 6 des Simpsons, dans lequel Homer, possédé par l'envie d'intégrer l'école de clown de Krusty, forme un chapiteau avec sa purée. Dans l'épisode 6 de la saison 12 de South Park, dans l'épisode où il n'y a plus d'internet, pour communiquer avec internet, ils reproduisent la musique du film. Si vous êtes fan des Daft Punk, sachez qu'ils utilisent la mélodie du film à chaque début de leur concert. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur ce film, j'ai passé un bon petit moment en votre compagnie. Si c'est le cas pour vous, lâchez un petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous tout de suite. Allez voir mes autres vidéos les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire vos impressions. Merci à vous, merci d'être fidèle à la chaîne. Je vais me dépêcher parce que je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Donc je vais vous dire au revoir, faites attention, vive le 20e siècle, à bientôt les amis. C'est des rouges, wow.